Et depuis quand cela a commencé, ça va être difficile pour ceux qui nous suivent depuis peut-être les États-Unis, depuis la France ou Kinshasa de comprendre. Mais nous qui sommes ici, vont quand même avoir quelques éléments de réponse parce qu'à chaque fois qu'il y a des combats, nous savons au moins qui a attaqué, qui a riposté à l'attaque grâce à nos sources. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Il y a évolution sur terrain, les affrontements continuent dans la partie Nord Kivu, à Walikale et partout. Nous allons faire le point de la situation dans cette émission, mesdames, messieurs, les décryptages. Nous allons ajouter une dose d'analyse après un article publié par Africa Intelligence. Il est clair que Doha, pour ces médias, est une distraction parce que l'armée congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à combattre. Les bombardements ne vont pas prendre fin et l'armée n'a pas besoin aujourd'hui de mettre fin aux hostilités. Bienvenue pour ces décryptages, bienvenue surtout pour ces moments où nous allons parler République démocratique du Congo avec beaucoup d'attention et beaucoup d'amour pour ces pays parce que le moment est assez crucial, difficile pour les habitants de l'Est de la République démocratique du Congo. Difficile aussi pour Jospin. Bonjour Jospin, bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à ceux qui nous suivent en ces moments. Difficile pour vous parce que aussi à Walikale, la zone que vous maîtrisez d'ailleurs très bien, des combats continuent et la population continue à souffrir. Oui, ce mardi, au moment où nous parlons, les affrontements se poursuivent près de Kibati, dans le territoire de Walikale. Et c'est sur la route Kachebere-Walikale. Après d'autres bombardements, aujourd'hui à 2h du matin, qui ont visé les positions de M23 de Muhanga et Burumbi, une semaine après les bombardements qui ont eu lieu à Boussika. D'autres, c'est toujours près des Kachebere dans le groupement de Louberike, en territoire de Walikale. Oui, au moment où nous parlons, Blaise, ce matin même, il y a eu des bombardements, des avions de chasse de FARDC qui ont touché les positions de l'F-123, des Muhanga et Burumbi près de Kachebere, une grande cité d'ailleurs, le chef-lieu du groupement de Louberike, un territoire de Walikale. C'était vers 2h du matin de ce mardi 28 octobre 2025. Ces bombardements interviennent une semaine seulement après d'autres bombardements qui ont ciblé la position du M23 de Boussika, toujours près de Kachebere, qui est vraiment un carrefour stratégique pour pénétrer la voie vers Kibati et avancer vers Walikale et centre en passant par Kiboua, bien sûr. Mais en ce moment où nous parlons, nos sources dans la région, depuis Bouimba, dans le groupement Walo-Ayung, toujours en territoire de Walikale, un groupement frère et voisin de Louberike, nous signale d'autres tirs sporadiques entendus depuis Bouimba qui viendraient de Kibati. Vous allez vous rappeler de Kibati Seno qui avait circulé sur les réseaux sociaux le mois dernier, faisant état d'une récupération par les Wazaleno de cette colline stratégique. Mais 3 jours après, nous avons appris qu'il y a eu un repli stratégique. Mais cette zone reste très très stratégique pour les deux parties parce que si les Wazalendo laissaient le champ libre à la F-123, elle va continuer jusque dans les fins fonds à Mikweti, à Kimua, et va s'emparer de toute cette voie qui freine encore son avancée vers le territoire de Walikale et Centre. Comme vous le savez, Walikale et Centre restent dans les viseurs de l'F-123 parce que c'est en avril que l'F-123 est retiré de Walikale et dans le cadre du respect des mesures de confiance. Mais en face, les FARDC n'avaient pas libéré des prisonniers. Et jusqu'à présent, pour renforcer ces arguments à Doha, l'F-123 veut toujours prendre Pinga, avancer vers Walikale et Centre pour que ces accusations de violation de cessez-le-feu puissent continuer. Comme vous le savez, aujourd'hui, on n'a plus beaucoup d'espoir sur le processus de Doha. Les deux parties s'accusent mutuellement chaque jour. Et il faut qu'il y ait de nouvelles peut-être conquêtes pour que sur la table, il y ait de nouveautés, parce que jusque-là, ça n'avance pas. Toujours dans le territoire de Walikale. En parlant de combats, les derniers combats, on a comme l'impression que le FARDC ne veulent pas arrêter. Bah, moi, je ne veux pas seulement parler des FARDC. Il y a deux parties qui sont en conflit et depuis
avril, dans cette zone, depuis le repli de l'F-123, les combats n'ont jamais cessé. D'abord, je peux dire que l'F-123 voudrait peut-être avancer encore et qu'elle bute à des Ouazalendo, parce que dans ces zones, il y a moins des éléments des FARDC. En tout cas, il y a moins d'éléments des FARDC. Il n'y a que des Ouazalendo, mais qui sont ravitaillés chaque jour depuis Kimoua vers Mikweti également, où il y a des petits porteurs de FARDC qui ravitaillent les Ouazalendo, qui veulent pousser et qui veulent encercler l'F-123 en attaquant Nyabiondo et Kachébert pour que l'F-123 se retrouve au milieu d'embuscades, parce que l'F-123 vient des massifs 600, mais en arrivant à Nyabiondo, il y a une autre force Ouazalendo qui vient de la profondeur pour attaquer. C'est-à-dire que cette zone devient très très conflictuelle et on signale toujours des violences chaque jour parce qu'on peut observer à 2 jours d'accalmie, mais après 3 jours, il y a d'autres attaques qui viennent. C'est-à-dire que les Ouazalendo n'ont jamais abdiqué dans cette région malgré le cessez-le-feu. Je l'ai toujours dit, je ne sais pas si les Ouazalendo ont toujours été concernés par le cessez-le-feu ou agissent en électrons libres, parce qu'à chaque fois que les FARDC veulent respecter le cessez-le-feu, il y a l'épineuse question de Ouazalendo. C'est pourquoi je ne voudrais pas accuser seulement les FARDC, sachant qu'il y a leurs alliés Ouazalendo qui ne sont pas directement ou nécessairement coordonnés par l'armée congolaise. Il y a d'autres combats à Rutshuru, plutôt à Walikale. Nyabiondo, toujours près de Walikale, et sur l'axe Kunyumba-Nyabiondo. Et d'ailleurs, le trafic Nyabiondo-Mutongo est aussi coupé. C'est aussi une autre voie vers Walikale qui est coupée, parce que depuis Lukweti, il y a des attaques de Ouazalendo APCLS organisées depuis Lukweti qui sont en train de descendre sur Nyabiondo. Il y a eu des combats signalés ce matin, du mardi 28 octobre 2025. Mais il y a un petit calme précaire qui s'y observe. C'est-à-dire que les combats n'ont jamais cessé. C'est encore une occasion de le rappeler à ceux qui nous suivent en ce moment, parce que on peut bien applaudir le processus de Doha ou de Washington, mais sur le terrain, il n'y a rien du tout. Depuis que rien ne marche. C'était replié de Walikale, on a senti qu'en face, il n'y a pas eu d'autres évolutions. Et jusqu'à présent, les combats se poursuivent même près des... dans la chefferie de Bachali également. Près des Mouesso, il y a eu d'autres combats hier. Et le combat voulait toucher ce grand centre de Mouesso. Il y a toujours ces Ouazalendo qui viennent à chaque fois attaquer toutes ces entités contrôlées par l'AF-123, comme pour dire que dans cette région, la stabilité, surtout à l'intérieur, la stabilité commence à patiner, parce que nous savons tous que des zones qui ont été contrôlées par l'AF-123 ont été stabilisées, il n'y avait pas de conflit, mais cela commence à s'arrêter sur les grands centres, comme la ville, la cité de Kichanga ou de Kiwanja, mais à l'intérieur, il y a toujours des attaques sporadiques et de combats. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu d'autres attaques du groupe CMC FDP sur des positions de l'F-123 à Bichoucha dans le territoire de Rutshuru, et le bilan provisoire fait état de 9 personnes tuées aux côtés de plusieurs autres blessés. C'est dans le Rutshuru, c'est-à-dire qu'il y a eu des combats dans le Rutshuru, dans le Walikale et dans le Massissi. Peut-être au sud Kivu, c'est là où il n'y a pas eu beaucoup de combats en ce début de semaine, mais il y a eu aussi des combats qui ont opposé deux factions à Zalino le week-end dernier à Fizi, dans le sud Kivu. Et là, on a signalé également des morts et des blessés parmi les civils. Et ces deux factions à Zalino s'est disputé des postes, des péages pour des taxes à imposer aux éleveurs de la communauté Bafouliru. La révélation des journalistes, le média Afrique Intelligence, qui parle des Doha, mais Doha où ça ne va pas marcher. Ce n'est pas surprenant pour nous, parce qu'on les disait toujours. Et ils évoquent cette volonté des forces armées de la RDC de continuer à bombarder, à utiliser des aéronefs pour faire face au 1-23. Est-ce qu'on peut dire que l'armée, maintenant, a déjà déclaré la guerre? La guerre a commencé, et est-ce que le gouvernement espère vraiment à une résolution militaire de la crise? Si on s'en tenait aux récentes déclarations de deux parties, d'abord l'F-123 depuis Goma, qui a promis de répondre désormais coup pour coup et de riposter à toutes les attaques des forces armées congolaises. À son tour, le porte-parole des FARDC, le lieutenant général Sylvain Ekenge, qui
fait entendre aussi que les FARDC n'étaient pas une église où si on vous tape sur la joue gauche, il faut donner la joue droite et vice-versa, et qui a aussi promis de répondre vigoureusement à toute attaque de la F-123. Maintenant, dans l'opinion, on va se poser la question, mais qui attaque qui? Et depuis quand cela a commencé, ça va être difficile pour ceux qui nous suivent depuis peut-être les États-Unis, depuis la France ou Kinshasa de comprendre. Mais nous qui sommes ici, nous allons quand même avoir quelques éléments de réponse parce qu'à chaque fois qu'il y a des combats, nous savons au moins qui a attaqué, qui a riposté à l'attaque grâce à nos sources. Est-ce que Doha va nous aider? Est-ce que Doha va nous aider à mettre fin à la crise? Ça, c'est presque impossible au stade actuel, Blaise, parce que Doha a démontré ses limites quand même. Et nous voyons la méfiance avec laquelle même la délégation de l'F-123 commence à prendre la voie de Doha. À chaque fois, après une avancée à Doha, au retour à Goma, il y a une déclaration, il y a un point de presse auquel réellement nous assistons. Et nous ne sentons pas une avancée dans les déclarations des délégués de la F-123. Il y a des choses qui se disent à Doha qui rentrent en accusant toujours les gouvernements congolais, en accusant Félix Tshisekedi de ne pas prendre au sérieux le processus, en menaçant d'ailleurs de boycotter ces processus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a cette délégation qui part à Doha, au retour, on sent qu'il n'y a eu rien ne s'est passé, c'est une perte de temps, ou alors c'est une capitalisation du temps pour ceux qui ne veulent pas l'évolution de la situation sur le terrain, parce que la voie diplomatique n'a jamais coïncidé avec la réalité du terrain. On se pose la question, mais pourquoi? Ça prend beaucoup de temps, peut-être on veut passer le temps pour qu'on arrive jusqu'en 2028, parce que moi je l'ai toujours dit ici sur ce plateau Blaise, moi je commence à remarquer que le président Félix Tshisekedi sait que l'F-123 est un peu radical. Ça, c'est votre analyse. Ouais, bien sûr, je parle de mon observation. Le président Félix Tshisekedi a remarqué que l'F-123 est radical à son sujet. Ce que les révolutionnaires veulent d'abord en premier lieu, c'est son départ. Son départ ou sa démission. Parce qu'il y a toujours ces menaces-là du mouvement d'aller vers Kinshasa. Et quand ils vont vers Kinshasa, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont destituer le président. C'est-à-dire que l'F-123 avait un départ précipité de Tshisekedi qui doit... Parce que pour eux, ça ne marchait pas. En 2028. Pour eux, c'est lui le problème. Alors lui aussi, comme il s'attache au pouvoir, il n'est pas partant pour une solution diplomatique qui va les mettre en face de l'F-123 et d'autres Congolais dans un dialogue qui va aboutir à son remplacement, soit par une transition sans Tshisekedi, comme ils l'ont toujours demandé, une transition sans Tshisekedi, où on va te désigner quelqu'un de la société civile ou des confessions religieuses. Moi, je pense que peut-être ils voient en ça une menace de son pouvoir. C'est pourquoi il veut peut-être prendre beaucoup de temps. Doha 6, Doha 7, Doha 8, Doha 25 jusqu'en 2028, comme ça. Les Congolais maintenant peuvent parler, peut-être sans lui. Et puis, d'autres Congolais, parce que lui, il est aussi Congolais, il est le président actuel de la RDC. D'autres Congolais peuvent parler maintenant, peut-être sans lui ou avec lui ou ses délégués. Quand il sera en fin de mandat, il va se voir déjà à quelques semaines de la fin de son mandat. Peut-être c'est là qu'il va accepter maintenant ces dialogues-là inclusifs et national à l'appel des églises catholiques et protestantes. Peut-être c'est là maintenant qu'il va accepter qu'il y ait une transition sans lui. Parce que si nous analysons aussi bien les demandes de la F-123, elles pèsent lourdement sur le pouvoir de Tshisekedi. C'est notamment cette question un peu troublante pour certains compatriotes quand on parle d'une intégration des FARDC au sein de l'ARC. Quand on parle d'une transition ou sans Tshisekedi ou d'un dialogue sans Tshisekedi, alors que c'est lui qui est le président actuel de la RDC. Je ne sais pas ce qui... Donc l'un 23 a comme l'impression de faire des revendications impossibles. Pour Kinshasa. Pour Kinshasa, ce sont des revendications impossibles parce qu'on met en avant la personne du président et son entourage. On ne met pas en avant la République. Peut-être, même si ce sont ces personnages-là qui symbolisent aujourd'hui le pouvoir. Donc moi, je ne veux pas être complaisant en disant que les demandes de l'F-123 sont moins fortes ou c'est peut-être Kinshasa qui ne voudrait pas. Si on voit bien de deux côtés, comme je venais de le dire, l'F-123 veut vraiment le départ du président Félix Tshisekedi. Parce qu'en affichant ses ambitions d'aller jusqu'à Kinshasa, c'est pour destituer le président. Et peut-être lui, il veut aussi passer le temps. Il sait que
sur le plan militaire, actuellement, il ne va pas récupérer toutes les entités contrôlées par la F-123. Maintenant, il faut qu'il passe les temps dans ces Doha 7, 10 en attendant que son dernier mandat prenne fin parce qu'il est déjà partant sur le président sortant. Dans quelques mois, il va appartenir au passé. Et malheureusement, maintenant, ça profite à qui quand le temps passe, quand on va jusqu'à Doha à 20 pour plus tard revenir. On a commencé en 2025, maintenant 2026. Voilà, pour revenir sur un dialogue maintenant national inclusif. Ça va être dommage pour les Congolais, pour tous ceux qui seraient déjà morts dans des combats, dans des bombardements près de Kachebere, à Kalembe, je ne sais pas, à Touangiza. Tous ceux qui sont en train de mourir là-bas, ce sont des Congolais. Il n'y a pas de Congolais de moins. Attendre que peut-être on arrive en 2028 pour maintenant à accepter ces dialogues nationaux inclusifs. Bah, je pense que c'est irréfléchi. C'est pourquoi il y a maintenant lieu que l'opposition aussi se lève. C'est pourquoi dans un pays sérieux, dans un pays démocratique, l'opposition doit être forte, unie aussi, pour mettre pression. Là où on voit que le président veut passer les temps, veut que les choses aillent très lentement, l'opposition est là maintenant pour dire, monsieur, nous voyons que vous voulez arriver jusqu'en 2028 avec ces Doha 10-25, alors que les Congolais sont en train de mourir dans des violences. C'est vrai que vous avez accepté un cessez-le-feu, mais sur le terrain, il y a des bombardements. Avec ces évidences-là, l'opposition peut mettre pression avec des manifestations, avec des déclarations pour attirer l'attention de la communauté internationale. Peut-être à ce moment-là, le président peut céder. Nous avons vu ce qui s'est passé en 2016, quand le président Kabila a traîné à organiser les élections qui devaient avoir lieu en 2016 pour finalement les organiser en 2018. C'est grâce notamment à cette pression-là de l'opposition, notamment l'UDPS aujourd'hui au pouvoir, la Lucha et d'autres mouvements citoyens, les confessions religieuses, l'Église catholique a toujours joué ce rôle-là, que moi je respecte beaucoup, qu'il y a eu quand même cette pression. Mais aujourd'hui, si l'opposition est fragmentée, divisée, fragilisée et humiliée, on ne va pas organiser ce dialogue-là inclusif. Parce que moi, je l'ai toujours dit, Blaise, la solution politique à cette crise ne viendra pas de Doha ou de Washington. Elle viendra peut-être des Bibois, peut-être des Kanyama Kassese, peut-être de Kolwezi. Un lieu, je ne sais pas, qu'on va trouver à l'interne ou peut-être si on va encore se décider d'aller à Nairobi ou dans un autre pays africain. Sauf pas en Europe, pas au Qatar ou aux États-Unis. En Afrique, on peut trouver une autre capitale ou parler en RDC. Je parle de l'Afrique parce qu'il y a déjà des Congolais à qui on refuse de fouler le sol de Kinshasa ou de la RDC. C'est ça le problème. Peut-être pour ces politiques-là, l'opposition, il va falloir qu'on trouve une ville africaine, peut-être. Mais aller à Doha, ça prend beaucoup de temps. Et cette révélation d'Afrique Intelligence rencontre nos craintes, nos préoccupations de chaque jour, parce qu'on se pose l'action de savoir pourquoi quand on demande la libération des prisonniers, on ne voit pas une évolution. C'est pas plus tard qu'hier que Sylvain Ekenge a accusé la F-123 de freiner ou de bloquer les FDLR. L'administration des FDLR. Je ne sais pas si c'est pas paradoxal. C'est chaque jour qu'on voit, même c'est des dimanches que nous étions ensemble au stade, nous avons suivi les discours du gouverneur de la F-123, Bati Moussanga, qui est un discours vraiment très contre et tranchant envers les FDLR. Je ne vois pas que ces mêmes M23 là veulent encore que les FDLR restent. Je ne sais pas s'il y a un ennemi de la F-123 dans ce pays plus que les FDLR, qui continuent à commettre des massacres dans le Bambo et tout, dans le retour, dans le parc national de Virunga. Très bien. Mais dire que ce sont eux qui freinent encore, donc ce sont des accusations qui ne vont pas faciliter. Déjà, ce sont des accusations qui présagent un échec de ce processus-là de Washington. C'est-à-dire qu'il y aura encore ces accusations-là. Voilà, nous avons... Peut-être le gouvernement va se justifier en disant qu'il a voulu que les FDLR soient neutralisés, mais c'est le M23 qui bloque encore les FDLR dans le retour parce que désormais, ils sont dans les zones contrôlées par la F-123. Et avec ces processus-là qui vont de Doha 6 à Doha 18, je ne vois pas une solution à cette question. Peut-être une solution militaire si il y aura la F-123 qui voudra encore aller récupérer des espaces ou les FARDC qui viendront maintenant peut-être chasser la F-123 de ces terrains. Et c'est une solution que nous n'envisageons plus actuellement en voyant le plus de 13 millions des Congolais qui sont aujourd'hui sous l'administration de la F-123. On ne voudrait peut-être qu'il y ait un désastre et qu'un jour, ces avions-là, des chasse des FARDC viennent nous bombarder tous à Goma ou à Bukavu. On ne veut pas de cela. C'est pourquoi nous soutenons
Un un dialogue. dialogue national inclusif où les Congolais vont trouver des solutions congolaises. Pourquoi ce dialogue ne commence pas? Qu'est-ce qu'on attend? On va répondre à cette question en commentaire et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Portez-vous bien.